Le millionnaire a mis sa femme enceinte et l'a expulsée sans pitié. 10 ans plus tard, dans son entreprise, une femme mystérieuse est apparue. Elle était accompagnée d'un adolescent identique au millionnaire. Et ce qu'elle a dit dans l'auditorium a laissé tout le monde debout, sous le choc. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Continuons. Le soleil se couchait sur l'avenue des Champs-Élysées, teintant le ciel parisien de nuances orangées, qui contrastaient avec le gris des gratte-ciel. François Dupont observait la ville par la fenêtre panoramique de son bureau au 30e étage. À 32 ans, il était déjà reconnu comme l'un des entrepreneurs les plus prometteurs de la nouvelle génération française. Son entreprise technologique, Dupont Tech, s'apprêtait à lancer une application qui promettait de révolutionner le marché financier national. François ajusta sa cravate bleu marine, vérifia sa montre, un cadeau qu'il s'était offert, lorsqu'il avait conclu son premier contrat millionnaire, et soupira. Dans quelques minutes commencerait le cocktail de lancement du nouvel incubateur de start-ups qu'il avait financé. C'était une étape stratégique supplémentaire dans son ascension méticuleusement planifiée. « François, les invités commencent. »« Qu'arrivé » annonça Marie, son efficace assistante, par la porte entr'ouverte. L'équipe du traiteur vient de finaliser les préparatifs dans la salle. Il acquiesça sans détourner son regard de la fenêtre. « Je descends tout de suite », répondit-il d'une voix ferme, celle qu'il utilisait pour diriger les réunions du conseil d'administration. Ce que personne ne percevait derrière cette façade de confiance, c'était le vide que François portait en lui. Fils d'un petit commerçant de Provence, il s'était juré de ne jamais connaître les difficultés financières que ses parents avaient affrontées. Chaque décision dans sa vie d'adulte avait été calculée pour maximiser sa réussite professionnelle, y compris l'absence délibérée de relations sérieuses qui auraient pu le distraire de ses objectifs. Dans la salle de réception de l'hôtel 5 étoiles, des coupes de champagne circulaient parmi les entrepreneurs, les investisseurs et les journalistes. François naviguait avec aisance entre les groupes, distribuant des poignées de main fermes et des sourires étudiés. C'est pendant l'une de ces interactions qu'il la vit pour la première fois. Sophie Moreau se distinguait dans la foule, non seulement par sa beauté naturelle, mais par la façon dont elle gesticulait avec animation tout en conversant avec un petit groupe. Sa robe rouge contrastait avec les costumes sombres qui dominaient l'environnement. Ses cheveux bouclés encadraient un visage expressif qui s'illuminait quand elle riait, ce qui arrivait fréquemment. Elle semblait parfaitement à l'aise, comme si elle était entourée d'amis intimes et non dans un événement professionnel formel. « Qui est-ce » demanda discrètement François à Marie. « Sophie Moreau, journaliste au magazine Entreprendre. Elle va couvrir le lancement de l'incubateur », répondit l'assistante, consultant rapidement sa liste. « On dit qu'elle a une approche différente pour les reportages d'affaires. » François haussa un sourcil. « Différente comment ?» Elle se concentre davantage sur l'impact social des entreprises que sur les chiffres. Elle a beaucoup d'influence. Parmi les jeunes entrepreneurs, Marie hésita. Ce n'est peut-être pas exactement le type de couverture que vous préférez. Cela éveilla sa curiosité. François ajusta sa veste et se dirigea vers le groupe où Sophie conversait. En s'approchant, il capta des fragments de conversation. Elle questionnait l'un des investisseurs sur les politiques de diversité dans la sélection des start-up pour l'incubateur. « Mademoiselle Moreau », interrompit-il avec douceur, tendant la main. « François Dupont, j'espère que vous appréciez l'événement. » Sophie se tourna vers lui et son sourire diminua de quelques degrés. « Ah, l'homme derrière le rideau. Nous nous rencontrons enfin. » Il y avait quelque chose dans son ton, pas exactement hostile mais certainement pas impressionné, qui l'intrigua. Il était habitué aux personnes qui essayèrent de lui plaire ou de l'impressionner. Sophie semblait sincèrement désintéressée à faire l'un ou l'autre. « Pourriez-vous m'accorder quelques minutes ? J'aimerais vous montrer un peu plus la vision derrière ce projet, » suggéra François, indiquant une zone plus tranquille de la salle. « Bien sûr, » répondit-elle, prenant un verre d'eau citronnée d'un serveur qui passait. « Mais je vous préviens que je ne fais pas de publi-reportage déguisé en article. » Loin de l'agitation principale, François commença son discours bien rodé sur l'innovation et le progrès économique. Sophie écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles dans un petit carnet. Quelque chose d'anachronique à l'ère des smartphones, ce que François trouva curieux. « Intéressant »,
commenta-t-elle quand il eut terminé. Mais j'ai une question. Combien des startups sélectionnées sont dirigées par des femmes ou des personnes issues de la diversité? La question le prit au dépourvu. Eh bien, nous sélectionnons sur la base du potentiel de marché et de la viabilité du modèle d'affaires. Nous ne considérons pas d'autres facteurs. D'autres facteurs, répéta Sophie avec un léger sourire ironique. Vous savez, François, la France a l'un des plus grands potentiels entrepreneuriaux du monde, particulièrement parmi les groupes historiquement marginalisés. Ignorer cela n'est pas seulement une faille sociale, c'est une erreur commerciale. François ressentit un mélange d'irritation et de fascination. Personne ne l'avait défié ainsi depuis longtemps. Et quelle serait votre suggestion? Pourquoi? Ne venez-vous pas découvrir le projet que je documente dans la vallée de la Loire? Des femmes artisanes transformant des techniques traditionnelles en produits d'exportation. Elles ont besoin de mentorat en gestion et en technologie, pas de charité. La vallée de la Loire, c'est un peu en dehors de mon domaine. Bien sûr que ça l'est, répondit-elle avec un sourire énigmatique. Ce doit être difficile de voir la France réelle depuis le 30e étage. Sophie lui tendit une carte. Si vous changez d'avis, j'y serai la semaine prochaine. Parfois, les meilleurs investissements se trouvent là où on s'y attend le moins. Dans les jours qui suivirent, François se surprit à penser à cette conversation plus qu'il ne voulait l'admettre. Il y avait quelque chose chez Sophie qui le dérangeait et l'attirait simultanément. Peut-être la façon dont elle voyait le monde d'une perspective si différente de la sienne. Il garda la carte sur son bureau, essayant de l'ignorer tout en se concentrant sur des tableurs et des réunions. Contre tout bon sens, le vendredi, François se retrouva au volant de sa propre voiture sur l'autoroute en direction de la vallée de la Loire. Il avait dit à son équipe qu'il prendrait une journée pour réfléchir stratégiquement, ce qu'il ferait normalement dans son appartement en attique, pas sur une route poussiéreuse. La vallée de la Loire se révéla être une région de contraste. La pauvreté matérielle était évidente, mais il y avait une richesse culturelle que François, lors de ses voyages internationaux dans des métropoles de béton et de verre, expérimentait rarement. Suivant les instructions qu'il avait reçues par message, il arriva à une ancienne maison de Torchis transformée en centre communautaire. Sophie était là, habillée simplement, jeans, t-shirt et foulard dans les cheveux, si différente de l'image sophistiquée du cocktail. Elle ne cacha pas sa surprise en le voyant. « Vous êtes vraiment venu », dit-elle, s'approchant de la voiture alors qu'il se garait sous l'ombre d'un manguier. « J'avoue que je suis aussi surpris que vous », répondit François, enlevant ses lunettes de soleil. « Mais j'étais curieux de voir ce fameux projet révolutionnaire. » Sophie sourit, un sourire sincère cette fois. « Bienvenue à Broderie Tech, là où la tradition rencontre l'avenir. » Les heures suivantes furent une révélation. Pour François, il rencontra Madame Josette, maître brodeuse de 78 ans, qui enseignait maintenant aux jeunes à transformer leur broderie en design numérique. Il vit comment un groupe de femmes avait développé leur propre système de commerce électronique, adapté aux limitations d'Internet de la région. Il observa des adolescents cataloguer des motifs traditionnels dans une application rudimentaire mais fonctionnelle. Elles ont créé cela sans aucun investissement formel, expliqua Sophie, tandis qu'ils marchaient entre les postes de travail. Improvisés. Imaginez ce qu'elle pourrait faire avec un mentorat adéquat et un peu de capital. François était sincèrement impressionné. Pourquoi vous consacrez-vous à cela? Il doit y avoir des sujets plus impactants pour une journaliste de votre qualité. Sophie regarda l'horizon où le soleil commençait à se coucher sur les collines. J'ai grandi ici. Ma mère était brodeuse comme elle. J'ai réussi à partir, étudier à Paris grâce à une bourse, mais beaucoup n'ont pas cette chance. Ce n'est pas le talent qui manque, c'est l'opportunité. Il y avait une passion dans sa voix qui résonnait avec quelque chose d'endormi en François. Lui aussi venait d'une petite ville. Lui aussi connaissait la sensation d'être un étranger dans le monde des affaires. D'une certaine façon, au milieu de cette communauté vibrante et de l'honnêteté désarmante de Sophie, les couches soigneusement construites de sa persona professionnelle commençaient à se dissoudre. En fin d'après-midi, assis sur un banc, simple sous un pied d'acacia, partageant un café fraîchement filtré et des biscuits faits maison, François se surprit à raconter des histoires de son enfance qu'il n'avait jamais partagées avec personne à Paris. Alors le garçon qui vendait des bonbons au marché
est devenu le tout-puissant François Dupont. Sophie sourit, touchant légèrement son bras. Il y a plus de vous dans cet endroit que vous n'êtes disposé à admettre. Son toucher, aussi désinvolte qu'il fut, envoya un courant électrique à travers sa peau. François réalisa qu'il était en territoire dangereux, non seulement géographiquement loin de sa zone de confort, mais émotionnellement exposé d'une manière qu'il avait évitée pendant des années. Quand ils se séparèrent, déjà sous un ciel étoilé qu'on ne voyait jamais à Paris, François fit quelque chose d'impulsif. Il invita Sophie à dîner dans sa ville la semaine suivante. Pour discuter de partenariats possibles, ajouta-t-il rapidement, essayant de donner une tonalité professionnelle à l'invitation. Sophie inclina légèrement la tête, ce sourire énigmatique à nouveau sur ses lèvres. Bien sûr, des partenariats. Sur le chemin du retour vers Paris, conduisant sur la route sombre avec seulement ses pensées comme compagnie, François se demandait s'il avait commis une erreur. Les relations personnelles n'avaient jamais fait partie de son plan méticuleux. Elles étaient compliquées, imprévisibles, potentiellement désastreuses pour quelqu'un avec des ambitions comme les siennes. Et pourtant, pour la première fois, depuis des années, il ressentait quelque chose au-delà de la satisfaction froide du succès professionnel. C'était quelque chose de chaud, d'inquiétant et dangereusement addictif, comme la façon dont Sophie riait sans réserve, ou comme ses yeux brillaient quand elle parlait de transformer des vies, ou comme elle le regardait comme si elle pouvait voir au-delà de la façade qu'il avait si soigneusement construite. François serra le volant avec force. Il était simplement curieux du potentiel commercial de ce projet inhabituel, se dit-il. Rien de plus. Mais tandis que les lumières de Paris apparaissaient à l'horizon, une partie de lui savait que quelque chose de fondamental avait changé ce jour-là. Et les changements non planifiés étaient exactement ce que François Dupont avait toujours évité dans sa vie méticuleusement contrôlée. Les semaines suivantes se transformèrent en un tourbillon dans la vie de François. Le dîner, qui devait être professionnel, s'étendit pendant des heures dans un restaurant intimiste dans le Marais, la conversation coulant si naturellement que tous deux semblaient surpris quand le maître d'hôtel vint gentiment les informer qu'il fermait. D'autres rencontres suivirent. Une promenade au jardin du Luxembourg par un dimanche ensoleillé, une visite d'une exposition d'art contemporain au centre Pompidou, un café sans prétention à la librairie Shakespeare & Company. À chaque occasion, François essayait de se convaincre qu'il était simplement intéressé par le projet de Sophie, explorant les possibilités d'étendre son incubateur à des initiatives sociales. Mais la vérité était dans les détails, dans le soin qu'il prenait à choisir ses vêtements avant de la rencontrer, dans la façon dont son cœur s'accélérait quand elle apparaissait, dans la manière dont il gardait mentalement chaque détail de leur conversation pour les revisiter plus tard, seul dans son appartement. Sophie était différente de toute personne qu'il avait rencontrée. Il y avait en elle une authenticité qui défiait le monde des apparences auquel il était habitué. Elle naviguait avec la même aisance entre les artisanes de province et les cadres de multinationales, conservant toujours son essence. Elle n'avait pas peur d'être en désaccord avec lui, quelque chose que peu de personnes dans sa vie osaient faire, et leurs discussions animées se terminaient souvent avec les deux riant de leur propre entêtement. « Tu es impossible, tu sais », dit François un soir, alors qu'ils marchaient sur les Champs-Élysées après avoir vu un film. La ville pulsait autour d'eux, mais ils ne pouvaient prêter attention qu'à la femme à ses côtés. « C'est pour ça que tu continues à revenir », répondit Sophie avec ce sourire qu'il connaissait si bien, moitié défi, moitié affection. Ce fut cette nuit-là, sous la pluie fine qui commença à tomber de façon inattendue, qu'ils s'embrassèrent pour la première fois. Un taxi passait, mais aucun des deux ne fit mine de l'appeler. Au lieu de cela, ils restèrent là, laissant l'eau les envelopper tandis qu'ils découvraient l'un dans l'autre quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'ils cherchaient. La romance s'intensifia avec l'urgence de ceux qui rattrapent un temps perdu. François, toujours si contrôlé dans tous les aspects de sa vie, se retrouvait emporté par des sentiments qu'il ne pouvait pas, et étonnamment, ne voulait pas, contenir. Les week-ends, il accompagnait Sophie dans ses voyages en province, découvrant des réalités de la France qu'il n'avait vues que dans des reportages. En semaine, elle apparaissait parfois par surprise dans son bureau, apportant vie et couleur à cet environnement austère. Marie, son assistante,
observait la transformation avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. « Je ne vous ai jamais vu ainsi, monsieur », commenta-t-elle un après-midi où François annula une réunion importante pour accompagner Sophie à une présentation de danse d'un projet social en banlieue. « Ainsi comment ?» demanda-t-il, bien qu'il sût exactement ce qu'elle voulait dire. « Heureux », répondit simplement Marie, mais aussi distrait. L'observation toucha quelque chose que François essayait d'ignorer. Dans sa quête implacable du succès, il avait développé une discipline de fer, sacrifiant tout ce qui pouvait le détourner de ses objectifs. Maintenant, pour la première fois, il permettait qu'une autre priorité entre dans sa vie, et cela l'effrayait autant que cela l'enchantait. Un soir, alors qu'il dînait dans le penthouse de François, avec vue sur la ligne d'horizon illuminée, de Paris, Sophie mentionna qu'elle devrait voyager pendant 3 semaines pour un reportage spécial en Corse. 3 semaines. François ne put cacher sa déception. C'est long. Sophie rit, remplissant à nouveau leur verre de vin. Qui aurait cru que le grand François Dupont, l'homme qui n'avait besoin de personne, me manquerait? Tu me manqueras, admit-il, se surprenant lui-même par l'honnêteté crue dans sa voix. Plus que tu ne devrais. Le regard de Sophie s'adoucit. Elle se leva de sa chaise et s'approcha, s'asseyant sur ses genoux. Tu me manqueras aussi. Ça te fait peur, n'est-ce pas? Avoir besoin de quelqu'un. François écarta une mèche de cheveux du visage de Sophie. Terrifiant, confessa-t-il, qu'avec un demi-sourire. Tout mon succès a été construit sur l'idée que je n'ai pas besoin de m'appuyer sur qui que ce soit. Et comment fonctionne cette stratégie pour toi? Professionnellement? Parfaitement. Personnellement? Il hésita. Je pense que tu connais déjà la réponse. Cette nuit-là, la passion entre eux atteignit un nouveau niveau. Ce n'était pas seulement du désir physique, mais un abandon complet, comme si, pendant quelques heures, ils pouvaient laisser tomber tous les masques et n'être que François et Sophie, dépouillés de toutes les étiquettes et attentes que le monde avait placées sur eux. Le lendemain matin, tandis que Sophie dormait encore, François l'observait avec un mélange d'admiration et de crainte. Il était amoureux, profondément et irrémédiablement, et cela le rendait vulnérable d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Les 3 semaines d'absence de Sophie furent plus difficiles que François n'aurait pu l'imaginer. Il se plongea dans le travail avec une intensité renouvelée, comme s'il essayait de se prouver qu'il était encore capable de fonctionner sans elle. Mais ses pensées dérivaient constamment vers la Corse, où il savait qu'elle interviewait des communautés locales et documentait des initiatives de développement durable. La communication était sporadique en raison de la précarité de la SAE. Connexion dans les zones reculées que Sophie visitait. Chaque message ou bref appel était une oasis au milieu du désert du manque. Lors d'une de ces rares conversations, François se surprit à dire « Je pense investir dans le projet des brodeuses, pas comme charité, mais comme un modèle d'affaires que nous pouvons répliquer dans d'autres régions. » Le silence de l'autre. Côté de la ligne fut suivi d'un rire joyeux. « Qui es-tu et qu'as-tu fait de François Dupont ?» plaisanta Sophie. « Je crois que tu me transformes, » répondit-il, et il n'y avait pas de regret dans sa voix. Quand Sophie revint finalement à Paris, les retrouvailles furent intenses. François l'accueillit à l'aéroport avec un bouquet de tournesol, ses fleurs préférées, et ils eurent à peine le temps d'arriver à l'appartement avant que la passion contenue pendant des semaines n'explose entre eux. Plus tard, alors qu'ils partageaient une pizza au lit, une autre habitude que Sophie avait introduite dans la vie méticuleusement organisée de François, elle partageait des histoires de son voyage avec l'enthousiasme contagieux qu'il admirait tant. Toué aurait dû voir François. Les femmes là-bas créent un réseau de coopératives qui défie tout le modèle traditionnel d'extractivisme. Elles utilisent la technologie pour tracer l'origine des produits forestiers et garantir des prix équitables. C'est révolutionnaire. François sourit, enchanté par sa passion. Tu trouves toujours de l'espoir dans les endroits les plus inattendus. C'est parce qu'il est là, il suffit de savoir où chercher. Sophie hésita, comme si elle réfléchissait à quelque chose d'important. J'ai pensé, et si nous combinions nos compétences, ton expertise en technologie et en gestion avec ma connaissance de ces initiatives sociales, nous pourrions créer quelque chose de vraiment transformateur. L'idée alluma une étincelle dans le cerveau toujours actif de François. Ils commencèrent à élaborer des plans ambitieux, griffonnant des idées sur des serviettes
discutant, des possibilités qui mélangeaient leur monde de manières innovantes. Le sommeil ne les vainquit qu'aux premières heures du matin, entrelacés non seulement physiquement, mais aussi dans des rêves partagés. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. François présenta officiellement Sophie à son équipe en tant que consultante pour une nouvelle division innovation sociale de l'entreprise. Ensemble, ils commencèrent à structurer un programme d'accélération spécifiquement orienté vers les entreprises dirigées par des femmes dans des communautés vulnérables. La chimie entre eux débordait du personnel aux professionnels. Leurs compétences se complétaient parfaitement et les idées coulaient entre eux comme s'ils partageaient un seul esprit. Cependant, tout n'était pas rose. Certains investisseurs traditionnels exprimèrent leur scepticisme quant à la nouvelle direction que François prenait. La responsabilité sociale est excellente pour le marketing, mais nous détournons trop de ressources vers des initiatives au rendement incertain, commenta l'un d'eux lors d'une réunion du conseil. Vous pensez encore en termes dépassés, rétorqua François, avec une confiance qui surprit tout le monde. L'avenir des affaires réside dans l'intégration de l'impact social et de la génération de profit. Ce n'est pas de la charité, c'est de la stratégie. La fermeté avec laquelle il défendait ces nouvelles idées, clairement influencées par Sophie, causait de l'étonnement parmi ceux qui le connaissaient depuis des années, comme un pragmatique implacable. Les changements dans sa vie personnelle étaient également évidents. Il quittait le bureau à des heures raisonnables, souriait davantage et avait échangé ses costumes impeccables contre un style plus décontracté les jours sans engagement, formel. 2 mois après le retour de Sophie, ils planifiaient un voyage conjoint pour présenter leur nouveau projet dans un forum international d'investissement social à Bordeaux. La veille du départ, alors qu'ils faisaient leurs valises dans l'appartement de François, Sophie pâlit soudainement et courut à la salle de bain. « Tu vas bien ?» demanda François, inquiet, en l'entendant vomir. « Ce doit être quelque chose que j'ai mangé, » répondit-elle, sortant de la salle de bain quelques minutes plus tard, encore pâle. « Je me sens étrange depuis quelques jours, pour être honnête. Allons voir un médecin tout de suite. Ne sois pas exagéré, » sourit-elle faiblement. « C'est probablement juste du stress. J'ai beaucoup travaillé sur le reportage concernant le programme. » François insista, mais Sophie était têtue. Elle promit d'aller chez le médecin à leur retour de Bordeaux si elle ne se sentait pas mieux. Le lendemain matin, cependant, elle se réveilla à nouveau indisposée. Tandis que François préparait un thé pour elle, Sophie resta silencieuse, pensive. « François, » appela-t-elle finalement, avec une gravité inhabituelle. « Je dois te demander quelque chose. As-tu déjà pensé à avoir des enfants un jour ?» La question le prit complètement au dépourvu. « Des enfants ? Eh bien, honnêtement, ça n'a jamais été une priorité. J'ai toujours vu mon entreprise comme mon héritage. » Il fit une pause, observant son expression. « Pourquoi poses-tu cette question maintenant ?» Sophie respira profondément, comme pour rassembler son courage. « Parce que je crois que je suis enceinte. » Le monde sembla se figer autour de François. « Enceinte ?» répéta-t-il, le mot sonnant étrangement sur ses lèvres. « Mais nous avons toujours été prudents. »« Pas toujours », rappela-t-elle, avec un petit sourire. « Tu te souviens de cette nuit après le lancement du programme dans la vallée ? Nous célébrions et François s'en souvenait. Une nuit de champagne et de célébration après l'annonce de l'investissement dans le projet des brodeuses. L'euphorie avait conduit à un moment d'imprudence. J'aurais dû m'en apercevoir plus. Tôt, continua Sophie. Mon cycle est en retard. J'ai des nausées matinales, de la fatigue, tous les signes classiques. J'ai acheté un test hier, mais je n'ai pas encore eu le courage de le faire. François s'assit lourdement sur le bord du lit, essayant de traiter l'information, un enfant, une famille, des concepts qui avaient toujours semblé appartenir à un avenir lointain, peut-être à une version différente de lui-même, pas au François Dupont qui avait consacré chaque minute de sa vie adulte à la construction d'un empire entrepreneurial. « Tu dois faire le test », dit-il finalement, sa voix ne trahissant pas la tempête d'émotions qui s'agitait en lui. « Nous devons être sûrs. » Sophie acquiesça, les yeux fixés sur lui, comme si elle essayait de déchiffrer ses pensées. Elle se leva et alla dans la salle de bain, emportant avec elle la petite boîte qu'elle avait sortie de son sac. Les minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de François. Debout au milieu de la chambre,
Il se sentait comme s'il était au bord d'un précipice. Toute sa vie soigneusement planifiée, toutes ses ambitions méticuleusement calculées, tout semblait soudainement fragile face à la possibilité d'une vie qu'il n'avait pas prévue. La porte de la salle de bain s'ouvrit lentement. Sophie sortit avec le petit test dans les mains, son visage un masque illisible. Pendant un moment, elle regarda simplement François, comme si elle rassemblait son courage. « Positif », dit-elle finalement, sa voix presque un murmure. François sentit le sol disparaître sous ses pieds. Une vague d'émotions contradictoires l'envahit. Peur, étonnement, une pointe inattendue de quelque chose qui pourrait être de la joie, rapidement étouffée par une panique croissante. « Tu es sûr ?» fut tout ce qu'il put dire, sa voix étrangement distante à ses propres oreilles. « Ces tests sont assez précis de nos jours, » répondit Sophie, l'observant attentivement. « Mais je peux faire une analyse de sang pour confirmer. » François marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'horizon de Paris sans vraiment le voir. Son esprit, toujours si agile pour calculer les risques et les opportunités dans les affaires, semblait avoir court-circuité. Un enfant. Une responsabilité permanente, irrévocable. La plus grande distraction possible de tout ce qu'il avait planifié pour sa vie. « À quoi penses-tu » demanda Sophie, s'approchant prudemment. François se tourna pour lui faire face. « À quoi je pense ? Je pense que cela change tout, Sophie, absolument tout. Je sais que ce n'était pas prévu. » « Prévu ?» Il faillit rire. « Ma vie entière est basée sur des plans soigneusement élaborés. Chaque pas que j'ai fait a été calculé pour me mener où je suis aujourd'hui. Et maintenant ça. » Un silence pesant tomba entre eux. Sophie posa le test sur la commode et s'assit au bord du lit, les mains entrelacées sur ses genoux. « Il ne s'agit pas seulement de toi, François, » dit-elle finalement. « Il s'agit de nous, d'une vie que nous avons créée ensemble, même sans le planifier. Nous nous connaissons depuis combien de temps ? 5 mois. Ce n'est pas une base pour une famille. » Le mot semblait étranger dans sa bouche. Sophie l'étudia pendant un long moment. « Tu as peur, constata-t-elle. »« Bien sûr que j'ai peur, » s'exclama François, passant ses mains dans ses cheveux. « Et tu devrais l'être aussi, cela va complètement. Changer ta carrière, tes projets de voyager à travers le pays pour faire des reportages. Es-tu vraiment prête à renoncer à tout cela ?» Un éclat déterminé apparut dans les yeux de Sophie. « Qui a dit que je dois renoncer ? Des femmes ont des enfants et des carrières brillantes tous les jours, François. C'est difficile, mais pas impossible. Pour toi, tout est si simple, n'est-ce pas ? Il suffit de suivre son cœur, d'ignorer les complications pratiques. » Simple ? La voix de Sophie durcit. « Tu penses que c'est simple pour moi de découvrir que je suis enceinte alors que je construis ma carrière ? Que c'est simple d'envisager d'élever un enfant possiblement seul si ta réaction est une indication ? Ne confonds pas courage et simplicité, François. » Les mots frappèrent François comme un coup de poing. « Je n'ai jamais dit que je n'assumerais pas mes responsabilités. »« Responsabilité » répéta Sophie, le mot sonnant amer. « C'est ce que nous représentons pour toi ? Une responsabilité ? Un obstacle dans tes plans parfaits ?» François se sentit s'acculer. « Ne déforme pas mes mots. J'essaie d'être pratique. Nous devons penser aux implications réelles de cela, aux changements que nous devrons faire. Ou nous pourrions penser à la vie que nous créons, à la famille que nous pourrions être. » Sophie se leva, s'approchant de lui. « François, je sais que cela ne faisait pas partie de tes plans méticuleux, mais parfois les meilleures choses de la vie sont celles que nous ne planifions pas. » Il fit un pas en arrière, comme s'il avait besoin de distance physique pour organiser ses pensées. « J'ai besoin de temps pour assimiler cela, Sophie. Je ne peux pas simplement restructurer toute ma vie en 5 minutes. » Un éclair de douleur traversa le visage de Sophie. « Combien de temps te faut-il ? Combien de temps avant de décider si nous pouvons faire partie de tes précieux plans ? Ce n'est pas juste de me mettre la pression comme ça. Et c'est juste de me laisser attendre pendant que tu décides si tu veux ou non être le père de notre enfant. » La tension montait à chaque mot échangé. François se sentait suffoqué, acculé par une réalité pour laquelle il n'était pas préparé. Toute sa vie avait été construite sur le contrôle et la prévisibilité, des qualités qui semblaient s'évaporer face à cette nouvelle situation. « J'ai une entreprise à gérer, Sophie. Des investisseurs qui dépendent de moi, des employés dont les emplois sont entre mes mains. Je ne peux pas simplement tout jeter par la fenêtre à cause de...
d'un accident. Dès que les mots sortirent de sa bouche, François réalisa son erreur. Le visage de Sophie se durcit, ses yeux brillants de larmes contenues. « Un accident », répéta-t-elle lentement. « C'est ainsi que tu vois notre enfant, comme un accident, un inconvénient dans tes plans grandioses. » « Je ne voulais pas dire... »« Si, tu le voulais, » interrompit Sophie, sa voix ferme malgré les larmes qui coulaient maintenant librement. « Tu voulais dire exactement ça. Et tu sais quoi, François? Tu as raison, cela change tout. » Elle commença à rassembler ses affaires éparpillées dans la chambre, un manteau sur la chaise, un livre sur la table de chevet, petite trace de la présence qui avait illuminé la vie de François ces derniers mois. « Que fais-tu » demanda-t-il alarmé par le changement soudain. « Je t'épargne d'avoir à prendre une décision difficile, » répondit Sophie, jetant ses affaires dans un sac. « Tu as été très clair sur ce que tu penses. Ce bébé est un obstacle pour toi, une déviation indésirable dans ton chemin vers le succès. Eh bien, je ne resterai pas sur ton chemin. » François sentit une constriction dans sa poitrine. « Sophie, s'il te plaît, j'essaie d'être rationnel ici. Nous pouvons parler de cela calmement, considérer toutes les options. » « Options ?» Elle se tourna pour lui faire face, les yeux étincelants. « Quelles options, François? Que j'avorte pour ne pas entraver ta précieuse carrière, ou que je disparaisse simplement de ta vie et élève notre enfant seul pour que tu puisses continuer à grimper l'échelle corporative sans le poids d'une famille. » « Je ne suggérerai jamais une telle chose, » protesta-t-il sincèrement. « Choqué. Tu n'as pas eu besoin, c'est écrit sur ton visage, dans ta réaction, dans la façon dont tu arrives à peine à me regarder depuis que tu as appris ma grossesse. » Sophie ferma son sac d'un mouvement brusque. « Tu sais quel est ton plus grand défaut, François? Tu es tellement obsédé par le succès que tu as oublié comment vivre. Tu construis des entreprises incroyables, mais tu ne sais pas construire des relations. Et un jour, quand tu seras au sommet, tu regarderas autour de toi et réaliseras que tu es complètement seul. » Les mots frappèrent à François comme une gifle. Il voulut protester, dire qu'elle était injuste, mais quelque chose en lui, une voix gênante qu'il entendait rarement, murmurait que peut-être Sophie avait raison. « Ne pars pas comme ça, » demanda-t-il, sa voix plus douce. « Nous pouvons résoudre cela ensemble. » « Il n'y a pas de « ensemble » ici, François. Il y a toi et tes plans d'un côté, et moi et ce bébé de l'autre. » Sophie marcha jusqu'à la porte, s'arrêtant seulement pour regarder en arrière une dernière fois. « Quand tu seras prêt à être plus qu'un PDG, à être un homme qui n'a pas peur d'aimer et d'être aimé, tu sais où me trouver. Mais n'attends pas trop longtemps. Certaines opportunités ne reviennent pas. » Et puis elle était partie, ne laissant derrière elle que l'écho de ses pas et le test de grossesse sur la commode, un petit morceau de plastique qui venait de changer deux vies pour toujours. Les jours qui suivirent furent flous pour François. Il se plongea dans le travail avec une intensité renouvelée, comme s'il pouvait noyer dans les tableurs et les réunions les doutes qui le consumaient. Il essaya d'appeler Sophie plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Il envoya des messages qui restèrent sans réponse. Dans une impulsion, il alla à son appartement, seulement pour découvrir qu'elle était partie pour un congé indéfini, selon la voisine. Une semaine après le départ de Sophie, François était dans son bureau en train de réviser des contrats quand Marie entra avec une expression préoccupée. « Monsieur, le magazine Entreprendre est en ligne. Il semble que mademoiselle Moreau a démissionné. » François sentit son estomac se nouer. A-t-elle dit où elle allait? « Non, monsieur. Ils ont seulement mentionné qu'elle avait demandé un congé pour des projets personnels. » Les projets personnels de Sophie incluaient maintenant une grossesse et possiblement un avenir sans lui. Cette pensée le frappa avec une force inattendue. Il avait imaginé qu'elle reviendrait éventuellement, qu'il pourrait parler quand les esprits se seraient calmés. Mais Sophie allait de l'avant, restructurant sa vie sans l'attendre. Ce soir-là, seul dans son appartement qui semblait étrangement vide, François contempla l'horizon de Paris, un verre de whisky à la main. Il pensa à son propre père, un homme travailleur qui, malgré les difficultés financières, n'avait jamais manqué un match de football de son fils, n'avait jamais manqué une présentation scolaire. Un homme qui, avec toutes ses limites, savait ce que signifiait être père. Et que savait François de la paternité, de la famille, de mettre quelqu'un d'autre que soi-même en premier? Un mois passa sans nouvelles de Sophie. Le programme.
d'accélération pour les entreprises sociales qu'ils avaient développées ensemble était sur le point d'être lancée, et son absence était un rappel constant de ce que François avait perdu. Pas seulement une partenaire de travail exceptionnelle, mais la femme qui lui avait montré une version différente de lui-même, une version qu'il soupçonnait maintenant être meilleure que celle qu'il avait cultivée pendant tant d'années. Durant une réunion particulièrement tendue avec des investisseurs, l'un d'eux mentionna négligemment « J'ai entendu dire que cette journaliste qui consultait pour nous est retournée dans la vallée de la Loire. » Dommage, elle avait des idées intéressantes. François faillit renverser son café. « Vous en êtes sûr ?»« Assez sûr. Ma femme suit son blog. Il semble qu'elle développe une sorte de coopérative de femmes artisanes là-bas. Quelque chose à propos de créer des opportunités économiques. Pour les mères célibataires. » Mères célibataires. Les mots résonnèrent dans l'esprit de François. Sophie reconstruisait sa vie, créant un avenir pour elle et l'enfant, leur enfant, sans l'attendre. Ce même soir, François prit une décision. L'entreprise qu'il avait construite avec tant de soin, les plans méticuleux qu'il avait tracés, pour son avenir, tout cela serait toujours là. Mais certaines choses n'attendraient pas. Certaines opportunités, comme Sophie l'avait dit, ne reviendraient pas. Il laissa des instructions détaillées à son équipe exécutive, organisa un congé temporaire et, pour la première fois depuis des années, délégua des responsabilités sans micromanager chaque détail. Sa destination, la vallée de la Loire. Mais en arrivant dans la petite ville où il avait rencontré les artisanes des mois auparavant, une surprise l'attendait. Le centre communautaire était là, plus vibrant que jamais, avec de nouvelles installations et des femmes travaillant sur des ordinateurs récemment installés. Mais Sophie n'était pas là. Elle est restée ici quelques semaines aidant à structurer l'entreprise, informa Madame Josette, la maître brodeuse dont François se souvenait de leur première rencontre, mais elle est partie il y a presque un mois. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un nouveau départ, loin des souvenirs. A-t-elle mentionné où elle allait ? Demanda François, le désespoir évident dans sa voix. La vieille dame l'étudia avec des yeux sages qui semblaient voir bien au-delà de la surface. « Pourquoi voulez-vous savoir, jeune homme ? D'après ce que j'ai compris, vous avez eu votre chance. » Les mots étaient durs mais justes. François acquiesça, reconnaissant la vérité en eux. « J'ai commis une terrible erreur, peut-être la pire de ma vie, et maintenant je veux la réparer si c'est encore possible. » Madame Josette l'évalua pendant un long moment, comme si elle mesurait sa sincérité. « Elle est allée à Nice, dit-elle finalement. Elle a de la famille là-bas, une tante qui vit à la baie des Anges. Elle a dit qu'elle voulait que le bébé naisse près de la mer. Nice, une ville vibrante, colorée, pleine de vie, exactement comme Sophie. François remercia la dame et partit cet après-midi même, conduisant sur des routes sinueuses avec une seule certitude. Il avait perdu beaucoup de temps avec des regrets. Maintenant, c'était le moment d'agir. Tandis qu'il conduisait sur l'autoroute en direction des Alpes-Maritimes, François réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé en si peu de temps. Quelques mois auparavant, ses jours étaient prévisibles, contrôlés, complètement dédiés à une vision étroite du succès. Maintenant, il traversait la France à la recherche d'une femme qui lui avait montré qu'il existait d'autres façons de vivre, d'autres définitions de l'accomplissement. L'ironie ne lui échappait pas. Lui qui avait toujours évité les distractions dans son parcours vers le sommet, abandonnait maintenant tout pour courir après ce qu'il avait auparavant, considéré comme la plus grande distraction possible. Et paradoxalement, il ne s'était jamais senti aussi déterminé, aussi sûr d'un objectif. Cependant, un doute persistait dans son esprit, tandis que les paysages changeaient autour de lui. Et s'il était trop tard? Et si Sophie, avec toute sa force et son indépendance, avait déjà décidé qu'il ne méritait pas une place dans sa vie et celle de son enfant? Nice accueillit François avec une étreinte de couleurs, de sons et d'arômes. Le ciel d'un bleu profond rencontrait la mer à l'horizon, tandis que le soleil de la Côte d'Azur baignait les façades colorées du vieux Nice. Si différente du Paris gris et vertical où il avait bâti son empire, cette ville semblait respirer au rythme des vagues qui caressaient la promenade des Anglais. Après avoir laissé ses affaires dans un hôtel à la promenade, François commença sa recherche. Le quartier de la baie des Anges, mentionné par Madame Josette, était connu pour sa vie bohème et culturelle, un lieu qui correspondait parfaitement à Sophie.
Mais chercher une personne dans une ville inconnue, sans adresse spécifique, s'avérait plus difficile que n'importe quelle négociation d'affaires qu'il avait jamais affrontée. Il parcourut restaurants, galeries d'art, librairies indépendantes, des endroits où il imaginait que Sophie pourrait fréquenter. Il montrait sa photo sur son téléphone, décrivait ses cheveux bouclés, son sourire lumineux, le ventre qui serait probablement déjà visible après presque 4 mois de grossesse. Certaines personnes froncèrent les sourcils, d'autres secouèrent la tête, beaucoup offraient des sourires compréhensifs, mais aucune information concrète. Après 3 jours de recherches infructueuses, François s'assit sur un banc sur la promenade, épuisé et découragé. Le soleil se couchait sur la mer, peignant le ciel avec des tons orangés qui rappelaient la première nuit où il avait vu Sophie, avec sa robe rouge contrastant avec les costumes sombres au cocktail à Paris. Cela semblait s'être produit dans une autre vie. « Vous semblez perdu », observa une voix à côté de lui. Une dame à la peau bronzée et aux cheveux grisonnants vendait des crêpes dans un stand proche. François sourit tristement. « Je cherche quelqu'un. »« Ah, cela explique. »« Votre air de chien abandonné, » rit-elle, ses yeux bienveillants brillants. « Ce doit être une femme très spéciale pour amener un Parisien tout empesé comme vous jusqu'ici. » Il haussa les sourcils, surpris. « Comment savez-vous que je suis de Paris ? 40 ans à vendre des crêpes sur cette promenade, mon fils. On apprend à lire les gens. » Elle pointa ses chaussures italiennes, maintenant poussiéreuses après des jours à errer dans la ville. « De plus, votre accent vous trahit. » François rit, se sentant étrangement à l'aise avec cette inconnue. « Elle est spéciale, oui, et je commence à croire que je l'ai perdue pour toujours. » La dame l'étudia un moment. « Savez-vous ce que nous, disons ici à Nice, qui cherche trouve, mais parfois ce n'est pas à l'endroit qu'on imaginait. » Avant que François ne puisse répondre, son regard fut attiré par une affiche colorée accrochée à un poteau proche. « Festival d'économie créative et d'entrepreneuriat social », annonçait-elle en lettres vibrantes. Et en dessous, parmi les intervenants en vedette, Sophie Moreau, journaliste et consultante en projet d'impact. Le cœur de François s'accéléra. La photo sur l'affiche était petite, mais inconfondablement Sophie, souriant avec cette confiance tranquille qu'il admirait tant. Le festival commencerait le lendemain, au centre culturel de la Villa Arson. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» demanda la dame, observant sa réaction. « Peut-être, » répondit François, incapable de contenir un sourire. « Merci pour la conversation. »« Apportez-lui une crêpe, » suggéra la vendeuse avec un clin d'œil. « Ça conquiert n'importe quel cœur. » Le lendemain matin, François se réveilla avant l'aube, envahi par une anxiété qu'il n'avait pas ressentie depuis ses premiers jours en tant qu'entrepreneur. Il s'habilla soigneusement, optant pour une chemise de lin clair et un pantalon léger, un style qui s'adaptait mieux à la chaleur niçoise et qui, espérait-il, symboliserait la version plus légère de lui-même qu'il voulait présenter. À Sophie, la Villa Arson était un bâtiment moderne magnifiquement situé sur les hauteurs de Nice. Quand François arriva, le festival bouillonnait déjà d'activités, avec des artisans, de petits producteurs et des entrepreneurs sociaux exposant leurs travaux dans les patios et les salles du bâtiment. Sur un grand panneau à l'entrée, il trouva le programme. Sophie parlerait à 11 h dans une table ronde sur « Communication et visibilité pour les initiatives d'impact ». Il restait encore 2 heures. François parcourut le festival, sincèrement, intéressé par les projets présentés. Il vit des coopératives de recycleurs qui s'étaient transformées en entreprises de recyclage, des artisanes qui ressuscitaient des techniques traditionnelles et les appliquaient dans des designs contemporains, des agriculteurs familiaux qui avaient développé des systèmes agroforestiers innovants. C'était le type d'entrepreneuriat que Sophie avait toujours défendu, celui qui naissait non seulement de la recherche du profit, mais du besoin de transformer des réalités. À 10h45, François se positionna discrètement dans l'auditorium où Sophie parlerait. Il choisit une place au fond, partiellement cachée par une colonne. Il ne voulait pas que sa présence la déconcentre avant la présentation. Tandis que les gens arrivaient et occupèrent les sièges, son cœur battait de plus en plus fort. Et puis elle entra. Sophie marchait avec cette même confiance tranquille qui l'avait toujours caractérisée. Mais il y avait quelque chose de différent en elle maintenant. Elle portait une robe ample en coton imprimé qui ne cachait pas son ventre déjà prononcé de presque 4 mois. Ses cheveux étaient plus longs,
encadrant le visage qui brillait d'une sorte de lumière intérieure que François n'avait jamais vue auparavant. Elle souriait en saluant les autres panélistes, complètement à l'aise, rayonnante. Voir Sophie ainsi, belle, forte, allant de l'avant avec sa vie, frappa François d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Un mélange d'admiration, de regret et d'amour l'envahit avec une telle force qu'il dut se tenir à la chaise devant lui. Qu'avait-il à offrir à cette femme qui avait clairement trouvé son chemin sans lui? La présentation commença. Sophie parlait avec passion de la façon dont de petites entreprises pouvaient amplifier leur voix et leur histoire. Comment la communication authentique était plus puissante que n'importe quelle stratégie marketing élaborée. Elle utilisait des exemples des artisanes de la vallée de la Loire, expliquait comment elles avaient réussi à atteindre des marchés internationaux non seulement par la qualité de leur travail, mais par la force de leurs histoires. Le véritable entrepreneuriat transforme des vies, disait-elle, les yeux brillants. Et je ne parle pas seulement d'indicateurs économiques, je parle de dignité, de but, de personnes qui découvrent leur propre pouvoir. François observait, hypnotisé. C'était la Sophie qui l'avait charmé dès le premier moment. Passionnée, authentique, capable de voir de la valeur là où d'autres ne voyaient que des manques. Mais maintenant, ces mots résonnaient encore plus profondément en lui, parce qu'il comprenait enfin ce qu'elle avait toujours essayé de lui montrer. À la fin de la présentation, tandis que le public applaudissait avec enthousiasme, François resta assis. Les gens commencèrent à se disperser, certains s'approchant de la scène pour parler avec les intervenants. Sophie souriait, échangeait des cartes, répondait aux questions. Elle semblait si accomplie, si complète dans sa nouvelle vie. Pendant un moment, François envisagea de partir. Peut-être serait-ce mieux ainsi, la laisser suivre son chemin sans la complication que sa présence apporterait certainement. Mais alors il se souvint des mots de Madame Josette dans la vallée. « Vous avez eu votre chance. » Oui, il l'avait eue, et il l'avait gaspillée. Mais peut-être, juste peut-être, méritait-il l'opportunité de dire au moins qu'il avait compris son erreur. Respirant profondément, François se leva et marcha vers la scène. Sophie était dos à lui, conversant avec animation avec une jeune entrepreneuse. Quand il arriva à quelques pas de distance, quelque chose, peut-être cette connexion invisible qu'ils avaient toujours partagée, la fit se retourner. Leurs yeux se rencontrèrent et le monde autour sembla disparaître. Le visage de Sophie enregistra une succession rapide d'émotions. Surprise, confusion, une ombre de douleur et quelque chose d'autre que François ne put identifier. « François », dit-elle simplement, son nom sonnant comme une question non formulée. « Bonjour ?»« Sophie », répondit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Ta présentation était incroyable. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. La jeune femme avec qui Sophie conversait perçut la tension et s'éloigna discrètement, les laissant seuls au milieu de la foule qui circulait dans l'auditorium. « Que fais-tu ici ?» demanda finalement Sophie, sa voix contrôlée, ni hostile, ni accueillante. « Je devais te voir, » répondit François avec honnêteté. « Je suis allé à la vallée de la Loire te chercher. Madame Josette m'a dit que tu étais venue à Nice. » Sophie croisa les bras de manière protectrice sur son ventre. « Pourquoi ? La dernière fois que nous avons parlé, tu as été très clair sur tes sentiments concernant cette situation. »« J'avais tort, » dit simplement François. « Surtout. » Quelque chose vacilla dans le regard de Sophie, une vulnérabilité rapidement masquée. « François, cela fait presque 3 mois. J'ai avancé. Je construis une nouvelle. Vis ici. Je sais. Et tu sembles t'en sortir incroyablement bien. » Il fit un geste vers l'auditorium, le festival. « Tu as toujours su exactement qui tu étais et ce que tu voulais. C'est moi qui étais perdu. » Sophie l'étudia, comme si elle essayait d'évaluer sa sincérité. « Et maintenant tu t'es trouvé? Comme ça, soudainement ?» Pas soudainement. François sourit tristement. Ce fut un processus douloureux. J'ai réalisé que j'avais construit toute ma vie autour d'une idée erronée du succès. Un succès vide, sans les choses qui comptent vraiment. Le brouhaha autour d'eux augmentait. Des gens passaient, certains reconnaissant Sophie et faisant signe. Ce n'était pas l'endroit idéal pour la conversation qu'ils devaient avoir. « Pouvons-nous parler dans un endroit plus tranquille ?» demanda François. « Je promets de ne pas prendre trop de ton temps. Seulement, il y a des choses que je dois dire. » Sophie hésita,
ses yeux cherchant quelque chose dans son visage. Finalement, elle acquiesça. « J'ai une pause de 2 heures. Avant le prochain panel, il y a un café tranquille tout près. » Le café se trouvait dans une rue latérale, loin de l'agitation touristique. C'était un endroit petit et accueillant, avec des tables en bois usées et des plantes suspendues au plafond. Ils s'assirent dans un coin, loin des quelques autres clients. Sophie commanda un jus de fruits. François, un café. « Tu es magnifique, » dit-il quand ils furent seuls, ses yeux se tournant inévitablement vers le ventre de Sophie. Sophie suivit son regard et posa la main de manière protectrice sur son ventre. « 4 mois, informa-t-elle avec un petit sourire. Tout se passe bien, selon les médecins. Je suis heureux. » De l'entendre. François déglutit. « Sophie, je sais qu'il est probablement trop tard et je comprendrai si tu ne veux pas m'écouter. Mais j'ai besoin que tu saches à quel point je regrette la façon dont j'ai réagi. »« Qu'est-ce qui a changé, François ?» demanda-t-elle directement. « La dernière fois que nous nous sommes vus, un enfant était un obstacle gênant dans tes plans parfaits. » La dureté dans ses mots était justifiée, et François n'essaya pas de se défendre. « Ce qui a changé, c'est que j'ai réalisé ce qui compte vraiment. Après ton départ, j'ai continué ma vie parfaite, les réunions, les contrats, les profits. Et tu sais ce que j'ai découvert? Que tout cela était complètement vide sans toi. Il ne s'agit pas de moi, François. Il s'agit d'un enfant, notre fille. »« Fille » répéta-t-il, l'émotion traversant son visage. « C'est une fille ?» Un sourire involontaire adoucit les lèvres de Sophie. « Oui, je l'ai découvert la semaine dernière. » François ressentit une vague d'émotion qu'il ne pouvait nommer. Une fille. Une petite personne qui serait moitié lui, moitié Sophie. L'image mentale le frappa avec une force inattendue. « Sophie, continua-t-il, sa voix étranglée, je ne suis pas ici pour perturber la vie que tu as construite, ni pour promettre que je serai le père parfait du jour au lendemain. Mais je suis ici pour dire que je veux essayer. Je veux faire partie de sa vie, de votre vie à toutes les deux, si tu le permets. » Sophie l'observait avec une expression impossible à lire. « Tu as quitté ton entreprise, ton empire à Paris. » J'ai pris un congé, j'ai délégué des responsabilités. Pour la première fois, j'ai réalisé que l'entreprise peut fonctionner sans que je contrôle chaque détail. Il fit une pause. Mais ce n'est pas seulement un congé temporaire. Je repense toute ma vie, mes priorités. Et si cela signifie des changements permanents, je suis prêt à les faire. Le jus et le café arrivèrent, créant une pause dans la conversation. Sophie remua le liquide avec la paille, pensive. « Tu sais ce que j'ai découvert ces derniers. Moi, François, que je suis plus forte que je ne l'imaginais. J'ai construit une nouvelle vie ici, j'ai des projets, j'écris un livre sur l'entrepreneuriat féminin. » Elle leva les yeux pour le regarder en face. « Je n'ai pas besoin de toi pour élever ma fille ou pour être heureuse. » Les mots étaient durs, mais justes. François acquiesça lentement. « Je le sais, tu as toujours été la personne la plus forte et la plus déterminée que j'ai jamais rencontrée. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. Alors pourquoi es-tu ici? Qu'espères-tu accomplir? » « Une chance, répondit-il simplement, non pas d'être nécessaire parce que je sais que tu n'as pas besoin de moi, mais de faire partie de quelque chose de significatif, de construire quelque chose qui en vaut la peine. Pas un empire d'entreprise, mais une famille. Notre famille. » Sophie prit une gorgée de son jus, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Et si je dis non? Si je dis qu'il est trop tard ?» François sentit une constriction dans sa poitrine, mais maintint un regard ferme. « Alors, je respecterai ta décision. Mais je voudrais quand même être présent dans la vie de ma fille, de quelque manière que tu juges appropriée. Et je prouverai, avec le temps et des actions, que j'ai changé. » Un long silence s'établit entre eux. Par la fenêtre du café, ils pouvaient voir les gens passer, vivant leur vie normale, ignorant le drame qui se déroulait à cette petite table. Finalement, Sophie soupira. « Je ne peux pas, et je ne vais pas promettre quoi que ce soit maintenant, François. Il y a beaucoup d'histoires entre nous, beaucoup de douleurs. » Elle fit une pause, considérant ses prochains mots. « Mais je ne peux pas non plus nier qu'il y a des choses inachevées. Et plus important, je ne peux pas nier à notre fille le droit de connaître son père s'il désire sincèrement faire partie de sa vie. » Une étincelle d'espoir s'alluma dans la poitrine de François. « Cela signifie que nous pouvons commencer lentement,
interrompit Sophie son ton ferme. Sans promesse, sans attente grandiose. Juste, voir s'il est possible de construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de ce que nous avions. C'était plus que François espérait, plus qu'il ne méritait probablement. « Merci », dit-il simplement, « c'est tout ce que je demande. Une opportunité de prouver par des actions, pas des mots, que j'ai compris ce qui compte vraiment. » Sophie acquiesça, un petit sourire aux lèvres. « Eh bien, considérant que tu as traversé la moitié du pays pour me trouver, je suppose que c'est déjà un début. » Les jours à Nice prirent un rythme propre pour François. Tandis que Sophie continuait avec ses engagements au festival, il l'accompagnait discrètement, observant avec une admiration croissante la façon dont elle naviguait entre entrepreneurs sociaux, artistes et investisseurs d'impact. C'était comme si elle avait trouvé sa place parfaite dans le monde, un environnement où sa passion pour la transformation sociale et son talent pour la communication s'unissaient harmonieusement. François s'installa dans une petite pension à la baie, des Anges, pas très loin de l'appartement que Sophie avait loué dans la maison de sa tante Élise, une professeure d'université à la retraite qui l'accueillit avec un mélange de curiosité et de méfiance quand il fut représenté. « Alors c'est vous le Parisien qui a laissé ma nièce élever une fille toute seule ?» demanda directement tante Élise, la première fois qu'ils se rencontrèrent, tout en servant un café fort sur la terrasse qui donnait sur la mer. « Tante », protesta Sophie embarrassée. « Ce n'est rien », répondit François, acceptant la tasse de café. « Oui, c'est moi, et je n'ai pas d'excuse pour ce que j'ai fait. Je peux seulement essayer d'être meilleur maintenant. » La sincérité dans la réponse sembla plaire à la dame, qui acquiesça légèrement. « Bon, au moins vous n'essayez pas de vous justifier. C'est déjà un début. » Cette première rencontre donna le ton de ce qui allait devenir des jours de redécouverte. François et Sophie marchaient le long de la promenade au crépuscule, parlant des mois qu'ils avaient passés séparés. Ils déjeunaient dans de petits restaurants locaux où ils se délectaient de la cuisine niçoise qu'ils n'avaient jamais vraiment appréciée lors de ses rapides voyages d'affaires précédents. Les matins, il accompagnait Sophie à ses consultations prénatales, se sentant simultanément déplacé et profondément connecté à chaque battement du cœur de la fille qu'il ne connaissait pas encore. Un de ces matins, alors qu'ils attendaient, dans la salle d'attente de l'obstétricien, François remarqua que Sophie semblait particulièrement tendue. « Tout va bien ?» demanda-t-il, touchant légèrement sa main. Elle respira profondément, comme quelqu'un qui prend courage. « Il y a quelque chose que je dois te dire, François, quelque chose d'important qui s'est passé pendant ces mois où nous étions séparés. » Son cœur s'accéléra. « Quoi? Y a-t-il un problème avec le bébé ?»« Non, ce n'est pas ça. Notre fille est parfaitement en bonne santé. » Sophie hésita, choisissant soigneusement ses mots. « C'est à propos de ton entreprise, DuPont-Tech. » François fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce qu'elle a? Te souviens-tu de cette dernière levée de fonds que tu as reçue avant que nous nous rencontrions? L'apport qui t'a permis de t'étendre sur le marché international? Bien sûr que je m'en souviens, c'est ce qui a vraiment mis l'entreprise sur la carte. Un investisseur anonyme à travers un fonds parisien. » La voix de François diminua, tandis qu'un soupçon commençait à se former. « Sophie, qu'essaies-tu de me dire ?» Elle rencontra ses yeux. « C'était moi, François. J'étais ton investisseur. »« Anonyme ?» La révélation le frappa comme un coup physique. « Toi? Mais comment? Pourquoi? Tu te souviens de mon premier article sur toi, sur les startups prometteuses dirigées par des personnes d'origine modeste? J'ai été sincèrement impressionné par ton travail, par ta vision. Quelques mois auparavant, j'avais reçu un héritage significatif de mon grand-père. Il possédait une chaîne de pharmacie dans le sud de la France. » François écoutait, stupéfait, tandis que Sophie continuait. « J'ai toujours cru en l'investissement dans des personnes qui pouvaient faire la différence. J'avais cet argent dont je n'avais pas besoin pour vivre. J'avais déjà ma carrière. Mon appartement? J'ai décidé que je pourrais avoir plus d'impact en investissant dans ceux qui créaient vraiment des solutions innovantes. Mais pourquoi anonymement? Pourquoi ne pas me l'avoir dit quand nous nous sommes rencontrés? » Le sourire de Sophie était mélancolique. Au début, c'était juste une question pratique. Je ne voulais pas que ma position de journaliste soit compromise par des conflits d'intérêts. Ensuite, quand nous nous sommes rapprochés, eh bien, je ne savais pas comment aborder le sujet sans paraître me vanter ou essayer d'influencer notre relation. Vous êtes-vous déjà inscrit? Faites-le maintenant. Et dites-nous de quelle
Ville, vous nous suivez ?» François passa ses mains dans ses cheveux, essayant de traiter l'information. « J'essaie de comprendre. Tu as investi dans mon entreprise. Puis tu m'as rencontré, nous sommes tombés amoureux. Je t'ai profondément blessé. Je t'ai chassé de ma vie quand j'ai appris la grossesse. Et pourtant, je n'ai pas retiré mon investissement, » compléta Sophie. « Parce que cela n'a jamais été à propos de toi et moi. C'était à propos de croire en une idée, en une entreprise qui pourrait faire la différence. » L'infirmière appela le nom de Sophie avant que François ne puisse répondre. Pendant tout l'examen, tandis qu'ils observaient les images de leur fille sur l'écran de l'échographie, il resta silencieux, son esprit traitant l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Ce fut seulement plus tard, marchant sur la plage de la Croisette, pieds nus dans le sable, que François trouva enfin les mots. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda-t-il. Sophie regarda l'horizon, où le soleil commençait à se coucher. « Parce que nous avons besoin d'honnêteté entre nous si nous voulons essayer de construire quelque chose de nouveau. Et aussi parce que... » Elle hésita. « Parce que j'ai reçu un appel hier de Paris. Ton entreprise rencontre des problèmes. » « Quel genre de problème ?»« Un de tes principaux concurrents tente une prise de contrôle hostile. Il a profité de ton absence pour faire une offre aux autres investisseurs. Le conseil est divisé. » François s'arrêta de marcher, regardant Sophie avec étonnement. « Comment sais-tu tout cela ?»« Je suis toujours l'une des principales investisseuses, François, et j'ai encore mes contacts sur le marché. » Elle prit ses mains. « Je sais que tu es venu jusqu'ici pour moi, pour notre fille, et cela signifie beaucoup. Mais ton entreprise, tout ce que tu as construit, est aussi en danger maintenant. » Une tempête d'émotions traversa le visage de François. Inquiétude, confusion, gratitude. « Pourquoi t'en soucies-tu, après tout ce que j'ai fait ?»« Parce que je crois en ton travail, » répondit simplement Sophie. « J'y ai toujours cru. DuPont Tech n'est pas juste une autre entreprise de technologie. Elle crée réellement des solutions qui améliorent la vie des gens. Ce serait dommage de voir cela entre les mains de quelqu'un qui ne se soucie que des profits trimestriels. » François sentit quelque chose se briser en lui, pas de façon douloureuse, mais comme si une barrière invisible cédait enfin. Cette femme qu'il avait si profondément blessée, non seulement portait sa fille, mais avait aussi cru en son potentiel quand ils n'étaient que des étrangers, et continuait à croire même maintenant. « Je ne te mérite pas, » dit-il, sa voix étranglée. « Ce n'est pas une question de mérite, » répondit doucement Sophie. « C'est une question de choix. Tous les jours, nous choisissons quel genre de personne nous voulons être, quel genre de monde nous voulons construire. » Ils s'assirent dans le sable, observant les vagues se briser sur la plage. Le soleil créait un spectacle de couleurs à l'horizon teintant les nuages de rouge et d'or. « Que penses-tu que je devrais faire ?» demanda finalement François. « Sincèrement, je pense que tu dois retourner à Paris, sauver ce que tu as construit. » Elle sourit en voyant son expression préoccupée. « Je ne te renvoie pas, François. Je te dis que je comprends qu'il y a des choses importantes à résoudre. » « Et nous, toi et notre fille ?» Sophie posa la main sur son ventre. « Nous serons ici. C'est mon foyer maintenant. J'ai trouvé ma place, mon but. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire partie de ta vie ou toi de la nôtre. Tu suggères une relation à distance ? Je suggère que nous fassions ce qui est nécessaire pour honorer à la fois nos responsabilités et nos sentiments. » Sophie regarda directement dans ses yeux. « Parce que j'ai encore des sentiments pour toi, François, même quand je voulais ne pas en avoir. » L'aveu alluma une flamme d'espoir dans sa poitrine. « Moi aussi, Sophie, je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas un seul jour. » Le lendemain matin, François était à l'aéroport de Nice, prêt à retourner à Paris. Les adieux à Sophie furent doux amers, un baiser qui portait autant de promesses que d'incertitudes. « Je vais résoudre cela le plus rapidement possible. »« Et revenir, promit-il. »« Fais ce qui est nécessaire, » répondit-elle. « Nous serons ici quand tu auras terminé. » Le vol pour Paris ne lui avait jamais semblé si long. François utilisa chaque minute pour planifier ses prochaines étapes. Il devait reprendre le contrôle de son entreprise, oui, mais pas de la même façon qu'avant. Les révélations de Sophie avaient changé quelque chose de fondamental dans sa vision des affaires. Il ne s'agissait pas seulement de construire un empire, mais de l'impact réel qu'il pouvait créer dans le monde. Quand il atterrit à Orly, il alla directement au bureau. Marie faillit renverser son café en le voyant entrer dans la salle de réunion où le conseil était en session.
Mesdames, messieurs, pardonnez l'interruption, annonça-t-il, ajustant la veste qu'il avait mise à la hâte dans le taxi. J'ai entendu dire que vous discutez de l'avenir de mon entreprise. J'ai pensé qu'il serait approprié de participer. Les heures suivantes furent intenses. Le concurrent, Nexus Technologies, avait fait une offre agressive, profitant de l'absence temporaire de François et des rumeurs sur des problèmes personnels qui l'auraient éloigné des affaires. Plusieurs investisseurs étaient enclins à accepter la proposition, craignant que l'entreprise n'ait perdu sa direction. « Je comprends les préoccupations, » dit François, debout devant le conseil, « et j'assume l'entière responsabilité de mon absence. Mais ce que vous voyez comme une crise, je le vois comme une opportunité d'évolution. » Avec une clarté et une passion qui surprirent tout le monde, y compris lui-même, François présenta une nouvelle vision pour DuPont Tech, une qui incorporait les principes d'impact social que Sophie défendait tant, sans sacrifier l'innovation technologique et la viabilité financière qui étaient les marques de fabrique de l'entreprise. Ces derniers mois, j'ai eu l'opportunité de connaître une France que beaucoup d'entre nous, enfermés dans nos bureaux parisiens, oublions qu'elle existe. Une France pleine de talents inexploités, de solutions créatives nées du besoin. Sa voix gagnait en force à mesure qu'il parlait. Notre prochaine phase de croissance ne viendra pas seulement des marchés internationaux, mais de la compréhension de comment notre technologie peut transformer des réalités ici même, dans notre pays. La réunion s'étendit jusqu'à la nuit. Il y eut de la résistance, des questions, du scepticisme, tout était prévisible. Mais il y avait aussi un intérêt sincère, surtout quand François commença à esquisser des projets spécifiques, un programme de formation technologique pour les communautés du Sud, des partenariats avec des coopératives d'artisanes pour la création de places de marché numériques, des solutions de fintech adaptées à la réalité des petits entrepreneurs. Et qui va diriger ces initiatives ? Demanda l'un des investisseurs les plus conservateurs. Vous semblez avoir développé un intérêt soudain pour les causes sociales, DuPont, mais votre expertise a toujours été dans la technologie pure. François sourit. Excellente question. En fait, j'ai en tête la personne parfaite pour co-diriger cette nouvelle phase de l'entreprise. Quelqu'un qui comprend profondément tant l'aspect social que le potentiel technologique de ces initiatives. Et qui serait-ce ? Sophie Moreau, journaliste spécialisée dans l'innovation sociale, consultante en projet d'impact et, par coïncidence, François fit une pause, sentant le poids du moment. La mère de ma fille qui est en route, et aussi, comme je l'ai récemment découvert, l'une de nos principales investisseuses anonymes depuis le début. Un silence stupéfait suivit la révélation. Ce fut Marie qui finalement le rompit, un sourire compréhensif sur son visage. Maintenant, beaucoup de choses ont du sens, commenta-t-elle. Cette journaliste qui est apparue au cocktail, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de spécial chez elle. Après quelques heures supplémentaires de discussion, le conseil accepta de rejeter l'offre de Nexus et de donner à François l'opportunité de mettre en œuvre sa nouvelle vision. Ce ne fut pas une victoire facile. Il dut faire des concessions, accepter des délais rigoureux pour démontrer des résultats, s'engager à être plus présent dans les opérations quotidiennes tout en développant les nouvelles initiatives. Il était presque l'aube quand François retourna finalement à son appartement. Épuisé mais revigoré, la première chose qu'il fit fut d'appeler Sophie. « Nous avons réussi », annonça-t-il dès qu'elle répondit, la voix rauque de fatigue. « Le conseil a rejeté l'offre. Nous avons une chance de faire quelque chose de vraiment différent avec l'entreprise. »« Je suis heureuse pour toi », répondit Sophie, semblant sincèrement satisfaite. « Je savais que tu pourrais les convaincre. »« Je n'y serais pas arrivée sans toi, Sophie, sans tout ce que tu m'as appris, sans la vision que tu m'as montrée. » Il fit une pause. « Et j'ai parlé de toi avec eux, de nous. Qu'as-tu dit exactement ? » ?»« La vérité. Que tu es la mère de ma fille, que tu es l'une de nos principales investisseuses, et que je veux que tu sois ma partenaire dans cette nouvelle phase de l'entreprise, officiellement, comme co-directrice de l'innovation sociale. » Le silence de l'autre côté de la ligne fit craindre à François d'être allé trop loin. « Sophie, je sais que c'est une grande demande, que tu as ta vie à Nice maintenant. Nous pouvons adapter, faire fonctionner avec toi travaillant à distance la plupart du temps. Tu m'offres un emploi ou une place dans ta vie ? Demanda-t-elle finalement, sa voix douce mais directe comme toujours. Les deux, répondit François.
sans hésiter. Mais l'un ne dépend pas de l'autre. Je te veux dans ma vie, Sophie, comme partenaire, comme mère de ma fille, comme la femme que j'aime. Si cela signifie que je dois partager mon temps entre Paris et Nice, alors c'est ce que je ferai. Et quant au travail, eh bien, personne ne comprend mieux ce domaine que toi. Ce serait un privilège de t'avoir officiellement dans l'équipe. Un autre long silence. François pouvait entendre la respiration douce de Sophie, tandis qu'elle considérait ses paroles. « Je vais réfléchir à la proposition professionnelle », dit-elle finalement. « C'est une décision importante, pas seulement pour moi, mais pour l'avenir de notre fille. Je comprends parfaitement. Prends le temps dont tu as besoin. Quant à l'autre partie, la voix de Sophie s'adoucit. Je pense que nous avons déjà commencé à tracer ce chemin, n'est-ce pas? Un jour à la fois, construisant quelque chose de nouveau ensemble. François sourit, sentant une vague de gratitude et d'espoir. Un jour à la fois, acquiesça-t-il. Et Sophie? Oui? Merci d'avoir cru en moi, dans mon entreprise, dans mes idées, même quand je ne le méritais pas. J'ai toujours cru en ton potentiel, François. Tu avais juste besoin de croire aussi en quelque chose au-delà du succès conventionnel. Quand ils raccrochèrent, le soleil se levait, déjà sur Paris. François marcha jusqu'à la fenêtre de son appartement et observa la ville s'éveiller. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Pas seulement un empire d'entreprise, mais un voyage partagé avec quelqu'un qui voyait au-delà des apparences. Quelqu'un qui lui avait montré un type différent de succès. Les mois suivants furent un exercice d'équilibre pour François. Pendant la semaine, il se plongeait dans la restructuration de Dupont Tech à Paris, mettant en œuvre la nouvelle vision qu'il avait présentée au conseil. Les week-ends, il volait vers Nice, où chaque moment était précieux, accompagnant Sophie aux consultations prénatales, aidant à monter la chambre du bébé dans l'appartement de tante Élise, explorant la ville qu'elle appelait maintenant son foyer. Le ventre de Sophie grandissait, marquant le passage du temps et l'approche d'une nouvelle phase dans leur vie. À son 6e mois de grossesse, elle accepta finalement la proposition professionnelle de François, mais avec ses propres conditions. « Je ne veux pas déménager à Paris », expliqua-t-elle pendant un dîner aux chandelles dans un restaurant au bord de mer. « Nice m'a donné un nouveau départ quand j'en avais le plus besoin. C'est ici que je veux élever notre fille, au moins dans les premières années. » François acquiesça, comprenant. « Et concernant le travail, je peux coordonner les projets sociaux à distance, avec des voyages ponctuels à Paris quand nécessaire. Et tu peux établir un bureau satellite ici à Nice pour les projets du Sud. » Sophie sourit. « Il semble que nous allons inventer notre propre modèle de travail, tout comme nous inventons notre propre modèle de famille. » Il serra sa main sur la table. « Je pense que nous avons toujours été bons pour briser les modèles conventionnels. » La mise en œuvre du plan ne fut pas sans défi. À Paris, certains membres plus traditionnels de l'équipe questionnaient la nouvelle direction de l'entreprise. À Nice, Sophie affrontait le scepticisme de certains de ses collègues activistes qui craignaient qu'elle ne soit cooptée par le grand capital. Comment peut-on changer le système en travaillant à l'intérieur? Questionna une jeune entrepreneuse sociale lors d'une réunion tendue dans le bureau niçois nouvellement inauguré de Dupont Tech. De la même façon qu'on change quoi que ce soit, de l'intérieur vers l'extérieur, répondit Sophie avec conviction. Nous avons besoin de voix critiques, tant dans les rues que dans les salles de réunion. Et plus nous avons de ressources et d'influence, plus grand sera notre impact. Le premier projet sous la nouvelle direction fut le lancement d'une plateforme de commercialisation numérique pour les artisans traditionnels, commençant par les brodeuses de la vallée de la Loire, mais s'étendant rapidement aux dentelières de Bretagne, aux céramistes de Provence et aux artisans de diverses régions. L'objectif n'est pas seulement de les connecter à des marchés plus larges, mais de garantir que la technologie soit au service de leurs besoins et valeurs, et non l'inverse, expliquait François dans une présentation pour des partenaires potentiels. Sa passion en parlant surprenait même ses collaborateurs les plus anciens. L'homme qui auparavant communiquait principalement à travers des tableurs et des projections financières parlait maintenant de préservation culturelle et de distribution, équitable des revenus avec un enthousiasme sincère. Lors d'une de ses présentations à Paris, François fut abordé par Charles Lefebvre, PDG de Nexus Technologies.
la même entreprise qui avait tenté la prise de contrôle hostile des mois auparavant. Transformation impressionnante, Dupont, commenta Charles avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. De requin des affaires à entrepreneur social, je vous ai presque pas reconnu sur scène. François garda son sang-froid. Les gens évoluent, Lefebvre. Certains d'entre nous, du moins. Bien sûr, bien sûr. Et cela n'a certainement rien à voir avec l'image publique de l'entreprise ou les stratégies marketing. Le rival haussa les épaules. Quoi qu'il en soit, nous n'avons peut-être pas réussi à acquérir votre entreprise, mais nous gardons un œil dessus. Le marché est impitoyable. 1 ou 2 trimestres médiocres avec vos projets sociaux, et les investisseurs commenceront à se demander si vous avez encore ce qu'il faut pour diriger. La provocation résonna dans l'esprit de François pendant le vol vers Nice ce week-end-là. Une partie de lui, celle qui avait construit un empire basé sur la concurrence impitoyable, voulait prouver à Charles qu'il avait tort, l'écraser dans les chiffres du prochain trimestre à tout prix. Mais une autre partie, celle qui s'était éveillée ces derniers mois, comprenait que le véritable défi était plus grand, prouver que l'impact social et le succès financier n'étaient pas mutuellement exclusifs. Quand il arriva à l'appartement de Sophie, il la trouva dans un appel vidéo animé avec Madame Josette et d'autres artisanes de la vallée. Il attendit patiemment sur le canapé du salon, observant comment elle s'illuminait en discutant des détails du projet, comment son ventre de 7 mois bougeait occasionnellement quand le bébé réagissait au son de sa voix enthousiaste. « Désolé pour ça », dit Sophie après avoir terminé l'appel. « Les filles sont super excitées par le lancement de la plateforme. » Elle s'assit à côté de lui, remarquant son expression pensive. « Qu'y a-t-il ? Tu sembles préoccupé. » François partagea la rencontre avec Charles et les doutes qui l'assaillaient. Et s'il avait raison? Et si les investisseurs perdirent confiance quand les résultats ne seraient pas immédiats? Et si je risquais tout? L'entreprise, notre avenir, la sécurité de notre fille, dans une vision qui pourrait être naïve. Sophie l'écouta attentivement, puis prit son visage entre ses mains. « François, te souviens-tu de ce que j'ai découvert sur toi quand nous faisions des recherches sur ton histoire pour ce premier reportage, qu'à 16 ans, tu vendais des bonbons faits par ta mère pour payer un cours technique de programmation? » Il acquiesça, surpris par le changement de sujet. Ce garçon qui n'avait pas de connexion, qui n'avait pas de capital initial, qui n'avait rien d'autre que de la détermination et une croyance inébranlable en ses capacités, il a construit Dupontec à partir de rien. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'il voyait des possibilités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Elle prit la tablette sur la table, ouvrant un document. « Regarde ça. Ce sont les chiffres préliminaires du projet pilote avec les brodeuses. En 3 mois d'opération limitée, elles ont augmenté leurs revenus de 47%. Le taux de rétention des clients est de 82%. Des personnes qui achètent une fois et reviennent. Le coût d'acquisition client a chuté de 30% par rapport aux projections initiales, parce que l'histoire authentique de ces femmes résonne avec les consommateurs bien plus que n'importe quelle campagne marketing traditionnelle ne le pourrait. François examina les données, impressionné. Ce n'est pas de la charité, François, c'est de l'innovation véritable. C'est trouver de nouvelles façons de créer de la valeur dans des endroits que le marché traditionnel a ignorés. Sophie sourit. Charles Lefebvre et d'autres comme lui sont encore coincés dans un modèle d'affaires du siècle dernier. Tu construis l'avenir. Cette nuit-là, allongé dans le lit avec les fenêtres ouvertes à la brise marine, François sentit la fille bouger sous sa main sur le ventre de Sophie. C'était un sentiment indescriptible, la connexion avec une vie qui n'était pas encore venue au monde, mais qui avait déjà complètement transformé la sienne. « As-tu pensé à des prénoms ?» demanda-t-il, brisant le silence confortable qu'ils avaient partagé. « Je pensais à Émilie, » répondit Sophie. « C'est le nom de ma grand-mère maternelle. Et en littérature, Émilie est souvent associée à la force tranquille et à la détermination. »« Émilie » répéta François, testant le nom. « Émilie Moreau-Dupont. Ça sonne comme le nom de quelqu'un qui va changer le monde. » Sophie rit doucement. « Pas de pression pour la pauvre petite, s'il te plaît. » Il sourit, mais ses yeux restèrent sérieux. « Sophie, je veux te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Je le suis toujours. Penses-tu que je peux être un bon père, même avec toute cette distance, même avec tout ce qui s'est passé entre nous ?»
La question plana dans l'air un moment. Sophie s'ajusta pour regarder directement dans ses yeux. « Je pense qu'être un bon père, comme être bon en quoi que ce soit, est un choix que tu fais tous les jours. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de présence, d'effort constant, de mettre les besoins d'une autre personne au-dessus des tiens. » Elle toucha doucement son visage. « Eh oui, François, je pense que tu peux être un père. Merveilleux. Parce que tu choisis déjà de l'être. Chaque fois que tu montes dans cet avion, chaque fois que tu participes à une consultation, chaque fois que tu demandes des prénoms ou que tu la sens bouger. » Les paroles de Sophie restèrent avec lui pendant les semaines suivantes, alors qu'il naviguait entre Paris et Nice, entre réunions d'affaires et cours de préparation à l'accouchement, entre son ancienne identité d'homme d'affaires implacable et sa nouvelle identité émergente de futur père et leader avec un but. Le lancement officiel de la plateforme Racine Numérique eut lieu simultanément à Paris et dans la vallée de la Loire, avec des écrans géants connectant les deux lieux. D'un côté, des investisseurs en tenue formelle applaudissaient les chiffres projetés et l'innovation technologique. De l'autre, des artisanes en robes colorées célébraient avec de la musique et de la nourriture typique, fiers de voir leurs travaux valorisés à l'échelle nationale. François, qui avait prévu d'être à Paris pour l'événement, surprit tout le monde en apparaissant dans la vallée aux côtés de Madame Josette et de son équipe de brodeuses. « Le cœur de ce projet est ici », expliqua-t-il quand il fut questionné par des journalistes. « Et un bon leader doit être là où le cœur de son travail bat le plus fort. » La couverture médiatique fut extraordinaire. Technologie avec un but. « Comment Dupont Tech redéfinit l'entrepreneuriat français ?» annoncèrent les manchettes. Les actions de l'entreprise montèrent de 12% dans la semaine suivant le lancement, faisant taire temporairement des critiques comme Charles Lefebvre. Mais la vraie victoire vint 2 semaines plus tard, quand François reçut un appel urgent, sa de Sophie au milieu d'une réunion à Paris. « La poche des os s'est rompue », annonça-t-elle, sa voix un mélange d'excitation et de nervosité. « Je vais à l'hôpital avec tante Élise. »« Mais il reste encore 2 semaines », s'exclama François, signalant déjà à Marie d'annuler tous ses engagements. « Il semble que ta fille démontre déjà la même impatience que son père, » plaisanta. Sophie essayant de masquer sa nervosité par l'humour. « Peux-tu arriver à temps ? Je vais prendre le premier vol, promit-il, courant déjà vers la porte. « Tiens bon, j'arrive. » Les heures suivantes furent floues entre aéroport, taxi et couloir d'hôpital. Quand il arriva finalement à la maternité de Nice, Sophie était déjà en travail avancé. Tante Élise l'accueillit dans la salle d'attente, son visage normalement sévère adouci par l'occasion. « Elle te demande, » informa la dame. « Sois fort pour elle maintenant, mon garçon. » Équipé de vêtements stérilisés, François entra dans la salle d'accouchement pour trouver Sophie au milieu d'une contraction, le visage brillant de sueur, les yeux déterminés comme toujours. « Tu es venu ?» dit-elle, quand la douleur diminua momentanément, lui tendant la main. « Je ne manquerai jamais cela, » répondit François, serrant sa main fermement. « Nous sommes ensemble dans cette aventure, tu te souviens. » Les heures suivantes furent intenses, émouvantes, terrifiantes et merveilleuses. François resta aux côtés de Sophie à chaque instant, essuyant son visage, offrant de la glace, respirant, avec elle à travers les contractions, absorbant des insultes occasionnelles quand la douleur devenait insupportable et admirant la force incroyable qu'elle démontrait. Et puis, après ce qui sembla simultanément une éternité et un instant, le cri d'Émilie remplit la salle, un son petit mais puissant qui changea l'univers de François pour toujours. « Voulez-vous couper le cordon ombilical, papa ?» demanda l'obstétricienne, souriant derrière son masque. Avec des mains tremblantes, François accepta les ciseaux, suivant soigneusement les instructions du médecin. Et puis, dans un moment qui resterait gravé dans sa mémoire pour toujours, Émilie fut placée sur la poitrine de Sophie et tous deux regardèrent la petite vie qu'ils avaient créée ensemble. « Elle est parfaite », murmura Sophie, des larmes coulant librement sur son visage épuisé mais radieux. « Comme sa mère », répondit François, incapable de contenir ses propres larmes. À ce moment, regardant Sophie et Émilie, François comprit quelque chose que toutes ces années d'ambition et de recherche de succès ne lui avaient pas enseigné, que le véritable but n'était pas de construire des empires ou d'accumuler des richesses, mais de créer des connexions, de nourrir des vies, de faire partie de quelque chose de plus grand que soi-même. Des heures plus tard,
Quand Sophie se reposait enfin et qu'il tenait Émilie dans ses bras pour la première fois seule, François fit une promesse silencieuse à sa fille, qu'il serait présent à chaque moment important de sa vie, quelle que soit la distance, qu'il construirait un monde meilleur pour elle, utilisant ses ressources et son influence pour créer un avenir plus juste et durable, qu'il ne permettrait plus jamais que la peur ou l'ambition aveugle l'empêche de reconnaître ce qui compte vraiment. « Bienvenue dans le monde, Émilie Moreau-Dupont », murmura-t-il, sentant la chaleur minuscule de sa fille contre sa poitrine. « Ton voyage ne fait que commencer, et je promets que je serai à tes côtés à chaque pas du chemin. » Le soleil se levait sur Nice quand François ouvrit les yeux. À ses côtés, Sophie dormait profondément, épuisée après une nuit à s'occuper d'Émilie, qui maintenant avait 6 mois. La petite dormait aussi dans son berceau, un petit poing fermé près de son visage, la poitrine montant et descendant dans un rythme tranquille que François ne se lassait jamais d'observer. Avec précaution pour ne pas réveiller Sophie, il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. L'appartement qu'ils avaient acheté ensemble à la baie des Anges avait vue sur la mer, un luxe sur lequel François avait insisté, bien que Sophie ait initialement résisté, inquiète qu'il essaie d'acheter son retour dans sa vie. Ce n'est pas une question d'argent, avait-il expliqué. C'est une question de créer un foyer pour notre famille, un endroit qui reflète qui nous sommes maintenant. Les derniers mois avaient été un voyage d'adaptation et de découverte. François partageait son temps entre Nice et Paris, mais transférait de plus en plus d'opérations vers le bureau niçois, qui grandissait rapidement. Dupont Tech s'était transformé. Ce n'était plus seulement une entreprise de technologie, mais une force d'innovation sociale, avec des projets répartis dans toute la France. Le programme Racine numérique s'était développé au-delà des attentes, connectant des artisans traditionnels à des marchés mondiaux tout en préservant les pratiques culturelles. Un nouveau projet d'éducation technologique amenait la programmation et le design numérique dans des écoles publiques de quartiers défavorisés. Et, peut-être le plus révolutionnaire, la division FinTech de l'entreprise avait développé un système de microcrédit qui bénéficiait déjà à des milliers de petits entrepreneurs qui n'auraient jamais eu accès au système bancaire traditionnel. À la surprise de nombreux acteurs du marché, les résultats financiers accompagnaient l'impact social. Les actions de l'entreprise atteignirent leur valeur la plus élevée de l'histoire, et les investisseurs qui avaient initialement questionné la nouvelle direction applaudissaient maintenant la vision de François et Sophie. Même Charles Lefebvre, l'ancien rival, avait demandé une réunion pour discuter de collaboration possible. Cependant, la plus grande transformation n'était pas dans les chiffres ou les projets, mais en François lui-même. L'homme qui vivait auparavant pour le travail, qui mesurait le succès exclusivement en termes financiers, trouvait maintenant sa plus grande joie dans les petits moments, dans le premier sourire d'Émilie, dans ses yeux curieux le suivant, à travers la pièce, dans la sensation de ses petites mains agrippant son doigt, avec une force surprenante. Un doux gémissement du berceau interrompit ses pensées. François s'approcha rapidement, avant que les pleurs ne puissent réveiller Sophie. Émilie le fixa avec des yeux sombres, identiques à ceux de sa mère, et ouvrit un sourire édenté en le reconnaissant. « Bonjour, princesse », murmura-t-il, la prenant délicatement. « Laissons maman se reposer un peu plus, d'accord ?» Avec sa fille dans les bras, François prépara un biberon et s'assit sur la terrasse pour la nourrir, observant la mer qui commençait à s'agiter avec le lever du soleil. C'était vendredi, jour où il retournait normalement à Paris pour des réunions en personne avec l'équipe exécutive. Mais quelque chose grandissait dans son esprit ces dernières semaines, une idée qui changerait tout à nouveau. Sophie le trouva ainsi 1 heure plus tard, fredonnant doucement à Émilie tout en lui montrant les bateaux de pêche qui pointillaient à l'horizon. « Vous deux formez un tableau parfait », commenta-t-elle, souriant d'un air endormi. Elle ne portait qu'un grand t-shirt, le sien, et ses cheveux bouclés étaient ébouriffés par le sommeil. François sourit. « Tu as bien dormi ?»« Comme une pierre. Merci de t'être occupé d'elle. » Sophie s'assit sur la chaise à côté, acceptant la tasse de café qu'il avait préparée. « Ton vol est à 10 heures, c'est ça ? Tu veux que j'appelle un taxi pendant que tu te prépares ?» François hésita. « En fait, je pensais reporter le voyage. Il y a quelque chose dont je veux discuter. » « Avec toi ?» L'expression de Sophie devint sérieuse. « Un problème avec l'entreprise ?»
Non, rien de tel. En fait, tout va mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Il respira profondément. C'est à propos de nous, de notre avenir. Sophie but une gorgée de café, l'observant par-dessus le bord. De la tasse. Je t'écoute. Ces 6 derniers mois, j'ai vécu entre deux mondes. Et bien que ça fonctionne, je sens que je manque des moments précieux. François regarda Émilie, qui jouait joyeusement avec un hochet. Hier soir, pendant... J'étais en vidéoconférence avec Paris. Elle a roulé toute seule pour la première fois. Marie l'a vue à l'écran avant moi. François, nous avons toujours su que ce serait difficile. Tu as des responsabilités, une entreprise à gérer. Une entreprise qui est de plus en plus concentrée sur le Sud, sur des projets qui sont ici, pas à Paris. Il se pencha en avant, prenant sa main libre. Ce que j'essaie de dire, c'est que je veux déplacer le siège de Dupont Tech à Nice, de façon permanente. Sophie écarquilla les yeux, clairement surprise. Tu es sérieux? François, toute ta vie est à Paris. Non, elle ne l'est pas. Il sourit, regardant significativement vers elle et leur fille. Ma vie est ici. Paris a mon travail, mon appartement, mes affaires. Mais ce qui compte vraiment, ma famille, mon but, mon cœur, est ici à Nice. Mais, et le conseil, les investisseurs, toute l'infrastructure que tu as construite là-bas. J'ai déjà parlé informellement avec certains des principaux actionnaires. Étonnamment, la majorité soutiendrait le déménagement, surtout avec les résultats que nous avons présentés. François caressa doucement son visage. Et ce ne serait pas d'un coup. Nous ferions une transition graduelle, maintenant des opérations importantes à Paris, bien sûr. Mais le centre de décision, le cœur de l'entreprise, serait ici. Sophie resta silencieuse un moment, traitant tout cela. C'est une décision énorme, François. Je sais, mais elle n'est pas impulsive, crois-moi. J'y pense depuis des semaines, analysant chaque angle, comme je le fais avec n'importe quelle décision d'affaires. Il sourit. La différence, c'est que cette fois, ce qui guide ma décision, ce ne sont pas seulement des tableurs et des projections financières, mais ce que je veux vraiment pour notre famille. Émilie laissa échapper un petit cri joyeux, comme pour exprimer son approbation du plan. Sophie rit, tendant les bras pour prendre sa fille. Et il y a encore une chose, continua François, son cœur s'accélérant. Il se leva, alla dans la chambre et revint avec une petite boîte en velours. Ceci non plus n'est pas impulsif. En fait, je la porte avec moi depuis des semaines, attendant le bon moment. Il s'agenouilla devant elle, ouvrant la boîte pour révéler une délicate bague avec une pierre bleue. Sophie Moreau, tu as changé ma vie de façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Tu m'as montré un monde au-delà des chiffres. Tu m'as enseigné la vraie signification du succès et du but. Tu m'as donné le plus grand cadeau que quiconque pourrait recevoir. Notre fille incroyable et la chance de devenir une meilleure personne chaque jour. Sa voix trembla légèrement. M'accepterais-tu comme ton partenaire officiellement dans toutes les aventures qui sont encore à venir? Veux-tu m'épouser? Sophie regarda la bague, Émilie dans ses bras, et finalement François, ses yeux brillants de larmes contenues. Tu es sûr? De tout cela, le déménagement, le mariage, construire une vie ensemble ici? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, répondit-il fermement. Et crois-moi, pour un homme qui avait l'habitude de planifier chaque minute de sa journée, c'est dire beaucoup. Un sourire radieux illumina le visage de Sophie. Oui, répondit-elle simplement. Oui, pour tout. 4 mois plus tard, la plage de la Croisette était témoin d'une célébration unique. Sous une arche de fleurs méditerranéennes, les pieds dans le sable et la mer en toile de fond, François et Sophie échangeaient leurs vœux devant un groupe sélect d'amis et de familles. Émilie, maintenant âgée de 10 mois, était dans les bras de tante Élise, portant une petite robe blanche assortie à celle de sa mère. « Je promets d'honorer non seulement notre amour, mais aussi les valeurs que nous avons construites ensemble. » disait François, sa voix ferme malgré l'émotion. « Je promets de ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment, de ne jamais permettre que l'ambition obscurcisse le but, de ne jamais oublier que le vrai succès se mesure au cœur que nous touchons et aux vies que nous transformons. » Sophie, radieuse dans une robe simple, qui mettait en valeur sa beauté naturelle, répondit avec une émotion égale. « Je promets de marcher à tes côtés dans la construction d'un avenir où les affaires et l'impact social vont de pair, où notre fille grandira,
en comprenant que le pouvoir et le privilège viennent avec une responsabilité, où notre amour sera la base pour transformer non seulement nos vies, mais celles de tous ceux que nous pourrons atteindre. Parmi les invités, Madame Josette regardait avec des larmes aux yeux, entourée d'artisanes de la vallée de la Loire. Des employés de Dupont Tech de Paris et Nice se mélangeaient avec des entrepreneurs sociaux et des bénéficiaires des projets de l'entreprise. C'était une représentation vivante du pont que François et Sophie avaient construit entre des mondes apparemment distants. Après la cérémonie, tandis que les invités célébraient au son d'un groupe de musique provençale, François et Sophie s'échappèrent quelques instants pour marcher sur la plage, avec Émilie entre eux faisant ses premiers pas hésitants dans le sable. « Tu sais ce qui est incroyable ?» commenta Sophie, observant leur fille explorer le monde avec une curiosité infinie. « Il y a un peu plus d'1 an, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pensé que ma vie et ma carrière étaient terminées, que je devrais choisir entre être mère et réaliser mes rêves professionnels. Et maintenant, demanda François entrelaçant ses doigts aux siens. Maintenant, je réalise que ce n'étaient pas des chemins séparés, mais des parties d'un même voyage. Elle sourit, regardant l'horizon où le soleil commençait à se coucher. Tout ce que j'ai rêvé de faire professionnellement, donner une voix à ceux qui n'en ont pas, créer des opportunités, transformer des réalités. Nous le faisons ensemble, à une échelle que je n'aurais jamais imaginée possible. Et en même temps, je vis l'expérience la plus extraordinaire en tant que mère, voyant notre fille grandir dans un environnement plein de buts et de possibilités. François l'attira près de lui, l'embrassant doucement. « C'est moi qui te remercie de ne pas avoir renoncé à moi, même quand je le méritais, de m'avoir donné la chance de faire partie de ce voyage incroyable. » Émilie tituba vers eux, riant quand une petite vague mouilla ses pieds. François la souleva dans ses bras, et tous les trois restèrent là, observant le ciel se transformer en une explosion de couleurs. Une semaine après le mariage, François montait sur la scène du théâtre de la ville à Nice pour la cérémonie de remise des prix Innovation avec Impact, un événement qui reconnaissait les initiatives de transformation sociale à travers la technologie et l'entrepreneuriat. Dupont Tech était nominé dans plusieurs catégories, mais l'honneur principal de la soirée, le prix du leadership transformateur, serait remis personnellement à François et Sophie. En attendant son tour de parler, assis au premier rang à côté de Sophie, avec Émilie dormant paisiblement sur les genoux de tante Élise quelques sièges plus loin, François réfléchissait au voyage extraordinaire des 2 dernières années. D'un cadre obsédé par le succès conventionnel, à un leader avec un but, d'un homme qui craignait les engagements à un père et mari dévoué, de quelqu'un qui mesurait la valeur en zéro sur le compte bancaire, à quelqu'un qui comprenait que la vraie valeur résidait dans l'impact positif qu'il pouvait créer dans le monde. Quand son nom fut annoncé, François monta sur scène dans la main avec Sophie. Sous des lumières brillantes, devant un public qui incluait aussi bien de grands entrepreneurs que des artisanes de province, il ajusta le microphone et respira profondément. Il y a quelques années, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici aujourd'hui, recevant un prix pour l'impact social, j'aurais probablement ri. Ma définition du succès était étroite, limitée aux résultats financiers et aux réalisations personnelles. Il fit une pause, regardant directement Sophie. Il a fallu une journaliste têtue, qui n'avait pas peur de remettre en question mes certitudes, pour me montrer qu'il y avait tout un monde au-delà des murs de mon bureau parisien. Le public rit, et Sophie secoua la tête avec un sourire. Ce que nous avons découvert ensemble, et ce que nous partageons avec vous tous ce soir, c'est que les affaires et l'impact social ne sont pas des chemins séparés. Qu'il est possible de construire des entreprises rentables qui transforment des réalités. Que le talent et le potentiel existent dans chaque coin de ce pays incroyable, attendant seulement l'opportunité de s'épanouir. François continua, partageant des histoires des projets que Dupont Tech avait développés, de la plateforme d'artisanat qui bénéficiait déjà à plus de 5000 familles au programme d'éducation technologique qui avait formé des centaines de jeunes programmeurs dans des communautés vulnérables. Mais le vrai prix, conclut-il, sa voix s'adoucissant, ne réside pas dans les chiffres impressionnants ou la reconnaissance publique. Il réside dans les vies transformées, dans les artisanes qui peuvent maintenant subvenir aux besoins de leur famille avec dignité,
dans les jeunes qui découvrent des horizons qu'ils n'avaient jamais imaginés possibles, dans les communautés qui y trouvent leur propre chemin vers le développement. Il se tourna vers Sophie, l'invitant à parler. Elle s'avança avec la confiance tranquille qui l'avait toujours caractérisée. Quand j'ai commencé à couvrir des histoires d'entrepreneuriat social, beaucoup me disaient que c'était juste des initiatives marginales, qu'elles n'auraient jamais l'impact des vraies affaires. Sophie sourit. Aujourd'hui, nous prouvons que cette séparation est artificielle, que les entreprises les plus pertinentes de l'avenir seront justement celles qui comprennent leur rôle dans la construction d'un monde plus juste et durable. Elle regarda le public, ses yeux brillants d'émotions contenues. Ce prix n'appartient pas seulement à nous ou à Dupont Tech. Il appartient à chaque personne qui a cru que nous pouvions faire les choses différemment. Aux artisanes qui ont fait confiance à une idée innovante. Aux investisseurs qui ont eu le courage de parier sur une nouvelle vision des affaires. À notre équipe incroyable qui travaille sans relâche pour transformer des idées en réalité. François reprit la parole, tenant la main de Sophie. Et par-dessus tout, nous voulons dédier cette reconnaissance à notre fille, Émilie, et à tous les enfants qui représentent l'avenir que nous essayons de construire. Un avenir où le succès et le but vont main dans la main, où les affaires ne concernent pas seulement le profit, mais l'impact positif qu'elles peuvent créer. Il fit une pause, regardant vers l'endroit où Émilie dormait dans les bras de sa tante. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte vraiment, le monde que nous laissons à ceux qui viennent après nous. Et s'il y a une chose que nous avons apprise dans notre voyage, c'est que les plus grandes opportunités surgissent dans les moments les plus inattendus, et que parfois, ce qui semble être un détour est en réalité le début d'un voyage beaucoup plus significatif. Tandis que le public se levait pour une ovation, François et Sophie restèrent sur scène, mains entrelacées, le trophée entre eux, non seulement un symbole de reconnaissance professionnelle, mais un témoignage du voyage extraordinaire qu'ils avaient parcouru ensemble. D'une rencontre fortuite lors d'un cocktail d'entreprise à partenaires dans la vie et les affaires, d'étrangers à famille, de succès individuels à but partagé. Et tandis qu'ils quittaient la scène pour rejoindre leur fille, ils savaient que ce n'était qu'une étape du voyage, qu'il y avait encore tant d'horizons à explorer, tant de vies à transformer, tant d'amour à partager, que le vrai succès n'était pas une destination, mais un voyage continu de croissance, de but et de connexion. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Nice, enlacés avec Émilie dormant paisiblement entre eux, François et Sophie regardaient vers l'avenir, non pas avec peur ou ambition effrénée, mais avec la sérénité de ceux qui ont finalement trouvé leur vrai nord, un chemin éclairé non seulement par le succès matériel, mais par le but, l'impact et, par-dessus tout, l'amour. Plus vous commentez et